Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce décryptage de tous les dimanches. La Cour constitutionnelle a tranché ce sujet du code électoral modifié depuis ce jeudi 14 mars. Et dès lors, les commentaires fusent, les commentaires vont bon train. Et ce matin, sur nos plateaux et ce soir, nous allons y revenir également avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Ce code électoral modifié, déclaré conforme à la Constitution, qui sera le fil d'Ariane de nos échanges de ce soir. Bienvenue au décryptage de l'actualité politique de la semaine. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Décryptage que vous pouvez suivre en direct via notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook E-Télé en direct et notre application E-Télé Bénin. Agapit Napoléon Maforican, avant de débuter, j'ai envie de vous poser une question, somme toute anecdotique. Entre votre position de consultant politique qui commente l'actualité depuis plusieurs années et la position du puriste, du juriste que vous avez avancé depuis plusieurs semaines quant à ce code électoral, pour ce dimanche 17 mars, qu'est-ce qu'il en reste? En fait, vous semblez opposer les deux. Les deux ne sont pas opposables. Les deux sont plutôt complémentaires. Il est évident qu'on ne peut pas commenter l'actualité lorsqu'on a un peu mon profil. C'est-à-dire que lorsqu'on touche du droit, et notamment du droit public, de ne pas tenir compte de l'existant du prérequis ou du préconçu ou du pré-appris, comme je peux dire ce qui vous reste, de ne pas en tenir compte dans l'analyse des choses. Mais je commente l'actualité depuis une vingtaine d'années, donc du coup je suis conscient que il y a parfois un écart entre les positions doctrinales, scientifiques et les options politiques. Et Augustin Weber, il y a une semaine, disait stigmatiser un peu les juristes ou les universitaires en disant que c'est les politiques qui nourrissaient leur science. Et je pense que c'est les deux. C'est les deux, mais je dois avouer que je me suis fait cette fois-ci une doctrine personnelle au regard de l'office du juge constitutionnel au Bénin. Et donc, du coup, le regard sur l'actualité ne sera certainement plus le même pour le consultant et l'analyste politique de plus de 20 ans. Et surtout, quelqu'un qui a travaillé sur les décisions de la Cour constitutionnelle depuis autant d'années, et donc qui s'intéresse à la jurisprudence donc, du juge constitutionnel béninois. Je dois avouer que la dernière décision, elle a le mérite donc de me fixer une fois pour de bon sur un certain nombre de postures et sur lesquelles je ne me ferai plus prendre. Voilà. Voilà. Est-ce que cette décision de la Cour constitutionnelle n'est pas dans la droite ligne de ce que Maître Robert Dossou nous a expliqué ici il y a quelques semaines? Une Cour qui juge de ce que ce nouveau corpus de lois électorales constitue pour notre pays et l'animation de la vie politique une avancée, une réelle avancée. Robert Dossou nous a expliqué que la Cour juge que ce qu'ils ont à juger peut constituer une avancée. On peut non pas s'écarter un peu du droit, mais donner quitus à cela et de façon volontariste. Oui, c'est une posture de la Cour que nous avons eu à analyser pendant longtemps, que les juristes aussi ont eu à analyser, que les professeurs, les doctrinaires ont eu à analyser pendant longtemps, et qui fait de notre Cour d'ailleurs une Cour audacieuse, une Cour téméraire à la limite, une Cour, disons, on pourrait dire à géométrie variable, donc c'est une Cour pour être clair, elle est une cour au service de l'ordre institutionnel, une cour au service du politique, une cour politique, beaucoup plus politique. Il faut aller par gradation. Elle est juge constitutionnelle, c'est vrai, mais elle est plus regardant au niveau des postures, des options politiques. Elle est au service de l'ordre institutionnel. Et je pense que j'ai aimé la posture du professeur Gilles Goyi ce matin, qui a plutôt compris, qui a pris l'angle
disons, doit être désormais celui de l'analyste ou le regard de l'intellectuel, du juriste même. Parce que je ne sais pas qui a dit que ça doit être analysé dans les écoles, dans les sciences politiques. C'est Gilles, oui. Je pense que oui, mais lorsque vous amenez ce type de décision en faculté, en Sciences Po encore ça passe. En faculté de droit, ça posera beaucoup de problèmes, et j'imagine, dans Dignamo, où j'imagine, bon, c'est la seule dans cette posture à l'université, au niveau de la cour, parce qu'elle est professeure de rang magistral, elle a beaucoup écrit sur la cour constitutionnelle, sur la juridiction, elle a plutôt un regard distant du courage, hein, ou de la témérité de la cour constitutionnelle. Maintenant, elle l'applique. C'est vrai que je ne l'ai pas relu depuis 2013, donc du coup, je ne sais pas si elle a remis ses connaissances à jour au regard donc de l'évolution de l'office. Elle est passée par la chambre administrative de la Cour suprême, chambre des comptes, et finalement juge constitutionnel. Je pense que elle a fait un tour dans l'institutionnel qui peut l'avoir changé. Le procès sur ça est un peu à une posture qu'on pourrait voir dans Joseph Jogbenou. Il est son professeur, c'est l'un des premiers agrégés donc du droit public chez nous, du droit privé. Je pense que bon, il est rapporteur de la décision. Donc je pense que c'est l'option politique qui a pris le pas sur l'option de droit pure et dure. Et vous l'avez dit, Maître Robert Dossou l'expliquait. Je pense que la Cour sur ça, on peut le dire, a décidé plutôt de continuer dans la même lancée donc de ses prédécesseurs, c'est-à-dire fixer le cap, être une Cour, disons, qui accompagne les options, l'évolution du droit et l'évolution des paradigmes, on peut le dire. Alors, j'ai suivi le duel et je pense que, oui, ça dépend de la posture que chacun prend dans ce débat-ci. La question est de savoir, est-ce qu'il faut continuer à s'enliser dans un juridisme infructueux, ou comprendre simplement où va le juge, où nous nous a toujours amené et continue de nous amener le juge constitutionnel. Et en la matière, je pense qu'il faut être réaliste et comprendre que, oui, quand j'entends les gens dire la Cour a dit du droit, non, elle n'a pas dit du droit. La Cour a jugé. La Cour n'a pas dit du droit, elle a jugé. Elle Oui, mais quelle est la nuance? La nuance, c'est que le droit pur ne permet pas d'aller là où elle est allée. Elle a pris de l'audace, elle a suivi plutôt le mouvement de l'instant. Elle a fait le choix de faire évoluer le droit. Donc, par exemple, concernant le parrainage, elle a fait l'option de faire évoluer le droit entre le député et qui n'aurait pas demandé un impératif, mais qui, dans la réalité, cette phrase dans la Constitution, quand vous l'analysez au prix de nos 34 années de pratique de la Constitution de 1990, vous vous rendrez compte que ça ne veut rien dire. Et que nos députés ont toujours exercé des mandats impératifs. Donc là, je suis dans l'analyse politique, oui. Dans l'analyse politique ou institutionnelle. Oui. Je ne suis pas dans le regard stricto-sensu du droit. Donc, nos juges, les députés sont élus pas dans les circonscriptions administratives. Dès lors qu'ils sont élus dans les circonscriptions administratives, ils sont d'abord les élus de cette circonscription-là. Vous ne verrez pas Gbadamassi, il n'est plus au Parlement, mais vous ne le verrez pas parler de Kouti, d'Avrankou dans ses problèmes. Lui parlera d'abord de Pereret, de Parakou, et de Tchaourou, parce qu'il a toujours été élu par là. Il connaît ces réalités-là, il connaît... Donc, vous n'allez pas voir Charles Sokor, qui est élu de Parakou aujourd'hui, parler de Toby Klein ou de Bopar ou de Toribo Sito. Dans l'absolu, il parlera de Cotonou, dans lequel il vit. Mali Gomina, ancien maire de Djougou, ne parlera pas des réalités de Bani Kwara. C'est pas, a priori, il ne parlera pas des réalités de Djidja et autres. Ça, c'est une réalité que nous devons prendre en compte. Et que peut-être, aujourd'hui, entre s'enfermer dans cette logique du juge, du député élu de la nation sans mandat impératif, et de la réalité de député, d'abord provenant d'un parti politique auquel il doit discipline, élu par ce parti politique qui anime la vie politique, le juge a dû faire un choix. Le choix qui est celui qui essaye de s'apparenter, enfin, qui est en harmonie avec la vision politique actuelle, où le président de la République a envie de
de fonder la vie politique nationale, désormais, pas plus sur des vérités individuelles, des générations spontanées, mais sur une vie politique complète, animée par une organisation politique cohérente, appelée parti politique, et organisée également en de grands regroupements pour qu'il n'y ait pas de sectionnage. Je pense que cette vision a été partagée par la Cour, et donc, en tant qu'analyste, on doit pouvoir prendre cela en compte et l'analyser de cette manière-là. Mais du coup, en adoptant cette posture, est-ce que la Cour ne nourrit pas un peu les soupçons de collusion politique avec je pense que moi je vais aller, moi je vais pas aller plus loin. Je pense que je vais dire plutôt que la Cour ne nourrit pas les soupçons de collusion politique. La Cour a été conçue pour être de cette nature-là. Lorsque vous regardez la manière dont les membres sont désignés, il faut être... Quelle est l'intention, quelle est l'idée derrière la désignation des membres? C'est depuis 1990, ça n'a pas fait l'objet de révision. Le candidat Talon avait voulu toucher à cela pour gérer l'équilibre des intérêts. Avait-il dit, le projet de 2017 n'a pas marché. La Cour constitutionnelle est désignée 3 par le chef de l'État, 4 par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, de manière claire, ce qu'on pense comme le juge constitutionnel, l'arbitre du jeu politique, tout cela, on l'a mis dans les mains de qui? Du président de la République et du bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Lorsque le président de la République est en harmonie avec le bureau de l'Assemblée nationale, lorsque la majorité parlementaire coïncide avec la majorité présidentielle, donc le camp présidentiel, ça veut dire que le juge est en majorité, les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés par le camp présidentiel. Dès lors que le président de la République désigne les membres, ça veut dire que ils sont en harmonie avec sa vision politique. Le président de la République n'a pas usurpé le pouvoir, il a gagné au prix des élections. Du coup, il a gagné sur la base d'un mandat politique qu'il a pris avec les populations, avec le peuple. Et donc, le constituant lui donne la main de désigner ce juge, de désigner le juge. Oui. Et donc, le juge fonctionne. Parce que, étant de cette logique, c'est lui qui les a quand même choisis. Oui. C'est pas une appel à candidature, c'est pas une élection. C'est lui qui les a choisis. Donc il n'a pas dû les choisir parmi les juges hostiles à sa vision. Et quand vous allez dans la Cour suprême américaine, il n'y a pas de différence qui se passe. C'est la même chose. Et donc certains pensaient que la Cour suprême américaine était la cour la plus audacieuse, la plus téméraire et qui prend des options les plus osées, même politiquement. Parfois, en déroutant même le droit. Mais on dit, mais il faut revenir plutôt vers la Cour constitutionnelle du Bénin. Ça, c'est une analyse du procès Ivor sur les 22 ans du constituant béninois, de la justice constitutionnelle du Bénin. C'est une publication de 2002, de 2022, 22 ans de 2002. 2002. Donc, quand vous regardez ça, vous vous dites, mais oui, pendant longtemps, on a cru qu'on avait affaire à un juge au sens propre du terme, mais depuis la décision de 2006 de consensus à valeur constitutionnelle, alors que bien avant, il y avait déjà des débats sur le droit du travail, tout ça là, mais qui n'étaient pas aussi perceptibles. Mais depuis 2006 et le consensus à valeur constitutionnelle, on s'est dit, mais attends, ce juge est trop audacieux, mais il va au-delà, mais il a révisé la Constitution, parce que dans les clauses de la révision de la Constitution, nulle part vous n'allez voir un consensus. Donc, prendre le préambule comme un élément fondateur de la révision de la Constitution, un élément fondamental et donc inséparable des dispositions des articles 154, 155 et 156 de la Constitution, c'était quand même une audace terrible. Donc, depuis lors, on est allé dans ce sens-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le juge constitutionnel fonctionne presque avec le pouvoir politique. Et parfois, ça fait du yo-yo, ça fait de l'ascenseur. Ça monte et ça redescend. Là, on l'a vu dans la décision majorité-minorité. Oui. On l'a vu dans la décision sur le droit du travail. Il a dit que... le droit de grève. Le droit de grève. Oui. Hein, 2009, mais surtout, non, je pense que c'est 2004. Le plus qu'il y a, c'est le tout dernier. C'est 2013, avec la cour Robert Dossou, et dans laquelle siégeait bien le professeur Théodore Hollo, où cette cour avait estimé que oui, le gouvernement pouvait limiter le droit de grève à certains corps. Et la cour Théodore Hollo
qui, en janvier 2018, estimait que le gouvernement ne pouvait pas le faire et que ce faisant, c'était que la Constitution avait... Donc deux décisions, presque prises par les mêmes, hein, si on sort Robert Dessous qui n'était plus membre de la Cour, deux décisions qui étaient en opposition, mais prises par les mêmes. Et on n'a pas dit ce qui a évolué, on n'a pas dit où était l'élément fondateur de l'évolution de la position. C'est pris ainsi, c'est pris ainsi. Bon, il a fallu que le procès Djogouénou arrive à la tête de la Cour constitutionnelle et une décision qui revire. Donc, voilà un peu, aujourd'hui, la Cour nous dit, le consensus de la valeur constitutionnelle n'est applicable que lorsqu'il y a révision de la Constitution. Vous voyez? Alors que déjà sur Djogouénou, on a déjà anéanti cette structure donc, du consensus de la valeur constitutionnelle. C'est dit simplement quoi? On ne peut plus désormais regarder le juge constitutionnel comme un juge qui exerce son office sur un piédestal, mais c'est un juge de façon passive. Oui, c'est un juge qui est impliqué dans les options politiques. Il est impliqué dans l'évolution du droit. Il est impliqué dans les nouveaux paradigmes. Il est impliqué dans le développement. Donc, du coup, il ne faut plus qu'on perde du temps dans les grandes théories doctrinales, dans les grandes doctrines universitaires ou scientifiques. Je pense qu'il faut s'adapter désormais à la logique Puisqu'on parle de réforme, donc on peut, pour conclure ce point, on a affaire à un juge constitutionnel réformateur. Un juge constitutionnel regardant. Sur l'évolution. Regardant, je ne veux pas dire réformateur. Oui, aujourd'hui, avec le recul, vous analyserez la décision sur le certificat de conformité comme une évolution, comme une décision du juge qui en ajoute aux conditionnalités pour aller aux élections en 2019, alors que le législateur a voté de nouveaux textes qui devaient rentrer en vigueur 6 mois après leur promulgation, enfin, qui devraient s'appliquer aux partis existants 6 mois après la promulgation de loi. Mais les élections venant plus tôt, le juge constitutionnel estimait que, puisque vous allez aux élections à une période qui n'est plus, une période qui dépasse la période de validité la période dans laquelle le nouveau texte sont d'application, vous devez prouver que vous êtes un parti politique au regard donc du nouveau code, de la nouvelle charte des partis politiques, et donc vous devez exhiber un quitus fiscal. Voilà tout le problème. Un certificat de conformité. Voilà tout le problème. Les gens ont dit mais c'est une pièce nouvelle. Non, c'est pas une pièce nouvelle. Mais le juge a profité, un peu comme si a profité d'une saisine banale. Cette auto-saisie a sorti cette affaire donc de certificat de conformité. Alors, on est dans la même logique. On est dans la même logique que le consensus de la valeur constitutionnelle. C'était dans le contexte de constitutionnalité d'un texte de révision de la Constitution que les députés même ont fait. Et la révision de la Constitution qu'ils ont opérée était à minima. C'était par rapport à leur mandat. Et c'était pour coïncider les législatives avec les élections locales. Les législatives devraient advenir en 2007. Et les élections locales en 2008. Et ils ont voulu, pour réduire les coûts, dire, bon, d'accord, nous, il serait préférable donc de cumuler les 2 élections en 2008. Ça aurait fait des coûts énormes de profit à l'État, pas moins d'une quinzaine de milliards. La Cour, au lieu de s'attaquer au vice de procédure qui entourait ce texte, il y en avait suffisamment, a préféré aller faire un virage vers le consensus. Et donc, après, en démocratie, imposer le consensus comme une valeur constitutionnelle pose, enfin, il y a eu beaucoup d'écrits sur cette question-là. Donc, le concept majorité-minorité, dans une démocratie, oui, on tient compte de la minorité, mais la minorité ne peut pas imposer sa loi à la majorité. Et pourtant, on a donné un droit à la minorité comme socle de la démocratie, comme clé de la démocratie. Oui, mais du coup, quand vous théorisez comme ça, vous posez un problème. Alors, ces cours-là, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont animées par des mauvaises intentions? Non. Leurs intentions, c'est de renforcer la démocratie. Merci. Donc, les cours ont fait l'option de renforcer plutôt la démocratie au lieu plutôt de faire avancer le développement, les options de développement. Ici, l'avancée majeure, et ça, c'est quand même... Alors là, ce n'est plus le juriste qui salue, mais ça, c'est l'analyse politique. L'avancée majeure, c'est que désormais, c'est aussi clair que ça. Le député sait qu'il vient d'un parti politique. Il y a au moins, moi je suis éduqué dans un centralisme, je suis de type, je le dis toujours, je suis de type plutôt centralisme
Centralisme démocratique. Absolument. Je pense toujours qu'il y a une élite qui doit, avant-gardiste, qui doit penser, travailler et mettre en route, mettre au travail la grande masse qui, elle, n'a pas l'intelligentsia de réflexion prospective. C'est toujours une élite. Quand on dit la haute direction politique, mais ça fait rire, mais c'est ça. C'est pour, on aurait pu dire seulement le bureau politique. Tout simplement. C'est pour parler du bureau politique, comité central. Mais ils n'ont pas tort, mais c'est aussi simple que ça. Donc, appelez la haute direction politique, puissante direction politique, et non, ça revient au même. Mais c'est la cellule grise. C'est la matière primaire, c'est ça. C'est là que l'intelligentsia tourne, réfléchit. C'est pas la masse. Quand elle a fini de réfléchir, elle balance ça au niveau donc du bureau politique national. Je pense que c'est comme ça, ils ont. Oui. Alors maintenant, il y a une direction exécutive qui, elle, est à l'œuvre. Mais la haute direction et le bureau politique sont plutôt les organes qui permettent donc de descendre ces informations vers le peuple. La haute direction prend la décision, le bureau exécutif national l'exécute, en informe, ou bien, oui, bien sûr, le bureau exécutif national dans lequel ils sont plus nombreux. Oui. Voilà, donc c'est sûr que là, ici, avant le congrès, les gens, c'est les élus, par-ci, par-là, donc ils ont le temps de descendre l'information. Vers la base. Alors, si ça fonctionne de cette manière, normalement, le militant là-bas doit pouvoir être fixé. Maintenant, ce qui s'est passé dans le cadre des lois actuelles, c'est que ça n'a pas fonctionné de cette manière. Disons que la réflexion s'est arrêtée simplement au sommet et ça nous est tombé tout dessus. Alors donc chacun a pris la posture qu'il fallait prendre. Mais moi je salue l'avancée du droit aujourd'hui. Donc le regard politique a pris le pas sur purement la doctrine juridique stricto sensu. Et donc désormais on regardera ce juge-là désormais plus nécessairement comme celui qui fait un contrôle de constitutionnalité à minima, mais qui élargit son spectre et va au-delà du contrôle. Lorsque des situations du genre comme celle-ci apparaissent, essaye donc de l'analyser au prisme de l'intérêt de la nation, au prisme du paradigme en cours et surtout, sans doute, de la vision du pouvoir politique en place. Je pense que c'est important et c'est ce qui s'est passé en 2011, dont Maître Robert de Soir parlait. C'était ça, une LEPI qui n'existait pas, une LEPI que les opposants, la majorité présidentielle parlementaire a changé de camp. Et donc, du coup, n'avait plus confiance à la Sénat, à l'exécutif, et a demandé qu'on conseille à l'application, à la mise en œuvre de la LEPI, lorsque la Cour a décidé qu'il n'en est pas question, et qu'on devrait aller aux élections avec cette LEPI-là. Mais au moment où la Cour décidait, la LEPI n'existait pas. Donc, il a fallu y aller à pas de charge, avec des situations rocambolesques, où in fine, c'est le jour des élections, mais les gens se sont retrouvés pétanqués d'un département à un autre, où la Sénat a ouvert des bureaux de vote. C'était la LEPI du chaos. Oui, c'était la LEPI du chaos, du premier chaos. Donc voilà. Donc du chaos, c'était le chaos, mais ça a failli être la LEPI du chaos. Et là, donc vous voyez que c'était... Voilà un peu globalement ce qu'on peut dire. Je pense que ceux qui alors réagissent doivent faire beaucoup attention à ce concept et à comprendre un peu désormais la philosophie dans laquelle la Cour constitutionnelle a toujours évolué. Et comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui nous dit que depuis 1990, on ne l'a pas pensé ainsi quand on regarde la manière dont les membres sont désignés. Oui. Voilà. En restant, vous l'avez beaucoup dit tout à l'heure, en restant avec le professeur Gilles Espédi Goyi, deux questions par rapport à sa position sur les primaires. Il a évoqué cet instrument qui pourrait servir de baromètre à la démocratie interne dans les partis. Et l'autre question sur les suscitations de candidature, est-ce que vous pensez, comme lui, ou vous espérez comme lui, que la nouvelle mouture, les nouvelles conditionnalités vont mettre fin à ce phénomène?
Quel phénomène? De suscitation de candidature. Alors, les students de candidature n'ont rien à voir avec le nouveau test. On suscite une candidature, ça ne veut pas dire que quelqu'un est candidat. On estime que vous pourrez être un candidat. On estime que vous seriez, on estime que vous êtes mieux placé. Mais ça n'a rien à foutre, enfin en griffe avec la logique des partis politiques. Hein? Les partis politiques ont leur réalité à l'interne. Ce qui suscite des candidatures, ce qui serait préoccupant, c'est que ce qui suscite des candidatures soient des gens visibles des partis politiques. Là, ça poserait un problème. Mais les mouvements que je vois, les mouvements là, ils peuvent. La question de savoir, bon, jusqu'où ils peuvent aller. Ce n'est pas la première fois qu'on les voit en action. Oui. Mais est-ce que, ce faisant, ils mettent la charrue avant les bœufs? Ça dépend de là où on se situe. C'est vrai, si je veux adopter une position politicienne, moi je dirais oui, peut-être qu'ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils perturbent l'équilibre interne des partis politiques. Ils embrouillent, ils forcent la main aux partis politiques. Mais dans l'absolu en politique, est-ce que c'est où le curseur? Donc, non, les situations de candidature n'ont rien à voir avec à l'interne des partis. Par contre, les partis politiques doivent comprendre ces phénomènes et pour les arrêter, mettre en œuvre un dispositif interne. Au fait, c'est parce que c'est bruyant. Sinon, cette situation de candidature devrait se faire à l'interne des partis. Les partis politiques, oui. Voilà, parce qu'en fait, lorsqu'on dit telle personne doit être candidat, c'est notre candidat. Mais si le parti ne le désigne pas, et aujourd'hui, avec la nouvelle donne, si le parti ne le désigne pas, et il n'a pas l'onction à l'interne des parrains potentiels, mais la situation ne servirait plus à rien. Donc, depuis 1 an et demi, cette nouvelle donne n'existait pas. Alors, les gens ont profité d'un vide pour monter sur scène. Aujourd'hui, ils vont l'analyser. Ils doivent l'analyser, ils doivent en tenir compte. Ils doivent rebâtir les cartes pour voir concrètement où ça va, où va le curseur. Enfin, c'est pas une affaire de curseur. Quelle est la logique, quelle est la dynamique? Parce que si il continue, faudrait qu'il s'appuie sur un parti. Sur d'abord un premier parti, un parti, ou sur des candidats, des parrains provenant du parti en question. Donc, il est évident que ça ne peut plus être comme avant. Il y a la décision de la Cour constitutionnelle, le nouveau code ouvre de nouvelles perspectives dans lesquelles les suscitations bruyantes de candidature ne sont plus, disons, la panacée. Ne sont plus la panacée. Par contre, il y a 1 an, il y a 6 mois, c'était utile. C'était utile à mon humble avis d'occuper le champ et de servir d'équilibre à Bouniaï, par exemple, qui occupe seul le terrain. C'est à la limite si l'activité politique n'existait pas. Donc, en dehors de ces jeunes, de ces mouvements, en dehors de Bouniaï, il y avait au moins ces jeunes, ces mouvements qui occupaient le terrain. Peut-être que ça perturbe l'équilibre ou la discipline des partis ou la discipline imposée par le chef de l'État. Mais, à mon humble avis, très humblement, ça avait l'occasion de donner du change. Un tout petit peu quand même. Maintenant, la logique aujourd'hui a changé. Elle a évolué. Et donc, il ne s'agira plus aux gens de dire je suscite des candidatures. Il s'agira désormais de voir quels sont les équilibres à l'interne, quels sont les rapports de force, comment faire en sorte que une candidature qui paraissait naturelle à certains devienne la candidature d'un ensemble politique. Et donc soutenue et portée par une candidature. Là, c'est pas un parti politique en bas des femmes. Donc ça, on peut quitter ici pour là. On peut quitter ici pour là. Ça dépend de comment les acteurs jouent. Pour finir sur la question des primaires, il n'y a pas de modèle prédéfini pour les partis politiques. Même si cette idée peut paraître intéressante, l'idée avancée par le professeur Gilles Espédi-Goï. Non, l'idée de primaire n'est pas que de professeur Goï. Je pense qu'il va falloir déjà que les partis se restructurent de l'intérieur. C'est bien, aujourd'hui ils ont la main, et je pense que jusqu'en 2031, en tout cas de 2026 à 2031, s'il n'y a pas de nouvelles assises pour repenser un peu nos institutions, je pense que les partis ont la main, et moi je souhaite qu'ils aient la main pour longtemps. Moi je souhaite qu'ils aient la main pour longtemps, parce que effectivement,
en la matière, il faut un peu de discipline et il faudrait peut-être que les générations spontanées disparaissent. Je ne suis pas de ceux qui pensent que depuis 90, on n'a pas un président politique. Parce que je ne pense pas que Mathieu Kérékou soit moins politique. En dehors peut-être de Nicéphore Soglo, qui n'était pas vraiment du sérail. Tous les autres qui ont été présidents n'étaient pas moins politiques. Il faut qu'on soit clair, que ce soit Mathieu Kérékou, que ce soit Boni Yahi, que ce soit Patrice Talon. Je ne pense pas que dans nos partis politiques, il y a des politiciens plus intelligents, plus subtils, enfin, du point de vue dextérité politique, lecture politique, analyse politique, vision politique. Je ne pense pas qu'il y en ait mieux qu'eux. Je ne vois pas, je regarde nos partis politiques. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, je suis désolé. Hein, il n'y en a pas. Hein, parce que regardez, Abdelbed Biachade qui se dirige aujourd'hui le BR, mais c'est à son nez que Boni Yahi s'est imposé. Alors qu'il a été ministre des Finances, il est allé à la Banque mondiale, ou bien au fond, il a été au fond. Fonds monétaire international. Et ces mouvements ABT n'ont pas servi à grand-chose, n'ont pas eu d'impact qu'il fallait. En 2011, c'était un fiasco total. Donc, du coup, alors, quand on regarde le professeur Diop-Bémou, il vient de la société civile. Donc, du coup, il n'a pas plus une formation politique meilleure que d'autres. Et après la société civile, il a passé du temps au gouvernement et après, il est allé à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un intellectuel du terrain, c'est un militant des droits de l'homme, c'est un militant qui, politiquement, pour avoir fait du droit et de l'activisme, peut faire le jeu, mais il n'est pas plus politique que ce patron, Patrice Talon, par exemple, qui lui ne vient pas d'un parti politique, il n'est pas plus politique que Boni Yahi. Donc, en réalité, moi, quand certains parlent de politique, je dis, bon, je ne le suis pas moins. Pourtant, je ne suis pas militant aujourd'hui, mais je ne le suis pas moins. Bon, c'est vrai, j'ai grandi dans le militantisme, comme je l'ai toujours dit, depuis le jeune âge. Bon, en même temps, vous n'avez pas collé d'affiche? Non. Oui. Non, on n'a pas besoin de connaître d'affiche. Macron n'en a jamais connu avant d'être là où il est. Oui, Macron, c'est un cas spécial. Non, il n'y a pas de cas spécial. Un cas ne peut pas être spécial. Un cas. Ça a existé, ça peut exister. On n'a pas besoin de que Boni Yahi n'avait jamais été élu nulle part avant d'être là où il est. Et Patrice Talon non plus. Et donc, c'est dire que, en réalité, l'essentiel aujourd'hui, c'est que les partis portent le jeu. Mais que je ne partage juste pas la partie où on dit, bon, voilà, il faut être des militants, il faut que... Oui, moi je suis d'accord que les partis portent le jeu, que les partis jouent le jeu, enfin, soit les précurseurs ou les porteurs de l'initiative, mais ils l'ont fait déjà avant. La différence, c'est qu'on l'a structuré, on l'a mieux structuré maintenant. Désormais, on y va de manière plus correcte, plus claire, hein, et non sombre. Hein, la façon où des partis politiques se réunissent et aller susciter la candidature de Mathieu Kérékou, on n'est plus là. Là où on se réunit, des conglomérats différents qui se combattent d'ailleurs pour aller susciter Boni Yahi ou bien pour le soutenir. On n'est plus là aujourd'hui. Donc, ça a évolué, il faut le saluer. Maintenant, c'est au parti à l'interne de créer les dynamiques nécessaires. Les dynamiques de circulation de l'information, les dynamiques de participation aux options décisionnelles, donc de participation aux décisions du parti, les dynamiques d'évolution, donc d'accession aux postes de responsabilité, les dynamiques d'une démocratie interne. Je pense que chaque parti trouvera le mécanisme pour désigner ses responsables. Les primaires, c'est une option. Il y a d'autres. Les primaires fragilisent parfois. Donc, il faut peut-être trouver le mécanisme, le bon mécanisme. Je ne sais pas. C'est peut-être le plus simple, c'est la primaire, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà. Le débat est ouvert. En revenant très rapidement sur le duel et en s'arrêtant quelque peu sur, on va dire, pour le dire de façon stoïque, le chagrin de ceux d'en face, en parlant du parti FCBE qui s'est découvert, disons, une nouvelle fiancée. On a tous les griefs du passé sont très vite oubliés. Est-ce qu'on peut comprendre leur posture du moment, quand bien même cette nouvelle disposition leur offre la possibilité de faire valoir, en parlant de FCBE, les quelques élus qu'ils ont? Ah, mais ils peuvent les faire valoir comme ils peuvent ne pas les faire valoir. Au fait, nous ne l'aurons pas. Nous entrons dans une nouvelle dynamique politique. Augustin Robert l'a dit encore la dernière fois. C'est une nouvelle donne. À chaque décennie, on rebat les cartes. Et donc,
Ne voyez pas FCBE différemment aujourd'hui de BR ou bien de démocrates ou bien de... Aujourd'hui, c'est toute une nouvelle... c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Maintenant, ça dépend des acteurs qui occupent le terrain. C'est-à-dire l'UPR, le BR et les démocrates. Ça dépendra d'eux. Les textes ont été faits pour que ceux qui occupent le terrain les gardent. Puissent rester. Donc ça, c'est un principe déjà. Je pense qu'il y a un coup de pouce qui se sont donnés. Et ça, les démocrates doivent saluer la majorité présidentielle et plutôt faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Ouais. Bon, visiblement, ils le font quand même, hein, même s'ils tentent de se donner bonne conscience de réaction. Moi, je prends leur réaction pour de réaction de principe, même si parfois il y a un peu certaines sont outrancières. Bon, j'ai écouté le duelliste aujourd'hui était totalement en déphasage avec les bonnes manières. Mais je pense qu'il va falloir que ce parti, c'est pas, je ne pense pas que les FCBE, c'est maintenant qu'ils vont donner de la voix. Je pense qu'ils ont occupé un terrain. Sans doute, ils ont été utiles à la démocratie, mais il faudrait qu'ils sachent que même les belles bâtisses, parfois, on a parfois besoin de les détruire et de les rebâtir, ou bien alors de les arranger, de réajuster. Et donc, le FCBE qui a sauvé la démocratie ou qui a accompagné les nouvelles options en 2020, doit comprendre que n'ayant pas fait sa bonne mutation, n'ayant pas fait peut-être les belles lectures, et peut-être n'ayant pas eu plus d'audace, hein, et s'étant laissé aller aux jérémiades, d'exclusion ou de victimisation, doit pouvoir se rendre compte de l'évidence aujourd'hui. Alors, elle peut être utile, la force pour la formation politique. Ça dépend du moment et des opportunités. C'est à elle de savoir. Mais aujourd'hui, les textes sont les mêmes pour tout le monde. Les quatre sont rebâtis. Le chef d'État n'est pas candidat. Boniaï n'est pas candidat. Donc, tout est rebâti. Personne ne profite. Personne n'est perdant dans ces textes-là. C'est-à-dire que c'est des textes fondateurs d'une nouvelle république. En fait, même si on ne parle pas de nouvelle république, mais d'une nouvelle dynamique politique au sein de l'État. Donc, je ne vois pas qui peut dire qu'il est perdant. Oui, mais dans le même temps, ceux qui sont les trois qui sont là, ont une longueur d'avance. J'ai dit, oui, ils se sont... Ça dit que c'est d'abord en leur faveur. Oui. Mais ce n'est pas que. Ils ne sont pas les... Parce qu'ils peuvent s'appuyer également sur les yeux, sur les autres. Donc, et puis, de quoi a-t-on besoin réellement? Moi, je pense, en dehors de ces partis qui, essayent de maintenir une dynamique sur le terrain, je pense qu'on a besoin de 2 ou 3, logiquement, qui sont déjà peut-être là, ou alors qui vont connaître des mutations. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les nouveaux textes mettent fin un peu à la transhumance, oui, mais il peut y avoir une transhumance au cercle de ce qui existe déjà. A dit qu'il peut y avoir des allers-retours. Comme on a connu ça un peu il y a quelques mois, avec les démissions du BR, des adhésions à l'UP, des démissions du FCBE, des adhésions aux démocrates, des démissions de... On peut continuer à avoir ces mouvements. Là, vous annoncez juste des réajustements ou bien un chamboule-tout? Non, je ne vois pas pour 2024, pour 2026, des chamboulements. Je ne vois pas comment ça peut se passer. Mais n'oublions pas que ce qui existe peut jouer toujours un rôle. Et ils peuvent toujours jouer des rôles. Ça dépendra du casting à l'interne des nouveaux partis. Je pense que autant ces partis ont reçu l'onction politique pour maintenant se déployer, se redéployer, mais autant pèse sur eux de lourdes responsabilités managériales. Et donc, s'ils n'arrivent pas à bien gérer, ils peuvent laisser des plumes qui pourraient profiter aux autres qui, a priori, ne sont pas, on ne les voit pas réellement. Donc, les FCBE peuvent être utiles. C'est à eux de savoir comment être... Leurs récriminations sont sans fondement, leurs récriminations sont stériles, leurs récriminations n'ont pas de pertinence, parce que justement, les textes sont les mêmes pour tout le monde. Dans les grandes démocraties, mais les petits partis, c'est eux qui font les majorités. C'est justement... Donc, s'ils ont besoin d'être une formation politique, c'est à eux de travailler, de se mériter sur le terrain. Ce n'est pas les jérémiades qui vont fonder leur légitimité de demain. C'est pas surtout que moi j'ai entendu plein de choses, mais il y a des langages totalement orduriers qu'on ne doit pas continuer d'utiliser. Lorsqu'on a envie
désormais d'incarner le nouvel ordre politique, on ne peut plus l'utiliser. Et je pense qu'il faut qu'on quitte ce temps de jérémiade ou d'irresponsabilité politique. Il faut qu'on rentre dans quelque chose de plus cohérent. Moi, je trouve que, oui, les partis ont maintenant à bâtir de grandes, à défaut enfin, quitter la logique des chapelles pour aller, tout au moins, je ne vais pas utiliser les cathédrales, mais des basiliques. On n'ira pas aux basiliques, on va peut-être rester aux cathédrales, où l'archevêque des lieux ou l'évêque des lieux étant le chef de parti, mais avec sa direction politique, sa haute direction politique, suffisamment haute et intelligible pour pouvoir rayonner un peu sur toute la cité. Je pense que c'est de la responsabilité désormais des leaders politiques. Et donc, Boni qui fait le tour du pays, par exemple, doit pouvoir, je pense qu'il a dû donner un peu de contenu, enfin, un peu expliquer le texte à ses militants. Mais ils ont intérêt plutôt à repenser, à travailler. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui... Évidemment, la majorité, c'est elle qui a impulsé, c'est son texte. Donc du coup, le BR, ils sont beaucoup plus en avance. Eux d'abord, ensuite les démocrates et les autres. Mais comme je pense que c'est des tests pour tout le monde. Donc, je ne vous passe pas. Pour ce qui reste, quand on analyse ça du point de vue du droit, on peut avoir une certaine frustration, comme certains continuent j'ai entendu à Taïguezabri ce matin, espérant toujours que le chef le premier ne pas. Oui, ça c'est là on est tous dans des postures de départ. Bon, sur ce point, la question lui a été posée quelque peu en coulisses. Si la société civile demande que le chef de l'État ne promulgue pas et donc demande une seconde relecture, est-ce que cette société civile ne peut pas être un peu plus précise sur ce qu'elle veut exactement? Oui, bon, là n'est pas le débat. C'est que le chef de l'État va promulguer. Donc ça, c'est déjà ça. On va pas perdre du temps sur ça. Donc le va promulguer. Rien ne l'empêche aujourd'hui de promulguer. Mais après, c'est-à-dire que c'est la société civile même qui doit se mettre à jour et se redéfinir son cadre. Je pense que depuis l'arrivée du président Talon, cette société civile se perd. Se perd parce qu'elle a eu une posture pendant longtemps qu'elle n'arrive plus à maintenir. Et c'est logique. Elle ne peut pas la maintenir dans la mesure où le président Talon irradie dans les grandes dimensions donc de gestion de l'État. N'attend pas qu'on lui dise ce qu'il y a à faire dans la lutte contre la corruption. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, dans tous les champs aujourd'hui, il y est présent. Donc, la société civile qui est restée pendant longtemps à l'initiative, à la limite, à revendiquer le rôle à la place des gouvernants, est obligée de se retrouver dans sa posture qui est d'ailleurs comme les confessions religieuses. Alors donc, leur déclaration de la dernière fois, oui, d'accord, ils peuvent prévenir, mais après, je pense que leur silence est utile. Et ils doivent se rendre compte que le constituant béninois, enfin, le juge constitutionnel a validé. Donc, les politiques béninois, les institutions du Bénin ont fait cette option-là. Et quand les institutions du Bénin le font, ni société civile, ni église et confession religieuse n'ont pouvoir particulier pour penser qu'ils sont plus intelligents que les institutions. Que les acteurs. Après, à l'application, on peut faire les réglages. Donc, du coup, la société, elle est dans son droit de revendiquer, mais après, elle doit vite comprendre que lorsque le texte est promulgué, il faut passer à autre chose. Il faut plutôt accompagner la compréhension et la mise en œuvre intelligente de tout ça. Donc, les citoyens ont besoin de connaître, de comprendre, de cerner le nouveau texte. On est encore à une vingtaine de mois des élections. C'est l'occasion pour la société civile de travailler dans ce sens, aux côtés des pouvoirs publics, par exemple. Et je pense que l'Église, comme les confessions religieuses qui impliquent aussi, doivent travailler les leurs pieds. La plupart d'entre nous fréquentent les cathédrales et les mosquées, les temples et les synagogues. Et je pense que c'est l'occasion que ces grandes autorités morales aussi jouent leur rôle et essayent de jouer vraiment de se valider aussi à ce niveau, parce que c'est trop facile d'en imposer à l'État et soi-même, on fait quoi? Les fidèles quand même, ils fréquentent ces lieux-là, ils payent les dîmes, ils payent je sais pas. Payent légitimement les dîmes. Bon, donc du coup, il faudrait bien que ça soit aussi, au-delà des grandes prières envers notre Seigneur Tout-Puissant, il faut bien quand même que ceux qui agissent
qu'on impacte aussi leur action. Ce serait utile aussi par ailleurs. Alors, pour finir sur ce sujet, pour ceux qui crient, voilà, qui alertent sur la paix, la démocratie en danger, ainsi de suite, société civile, opposition, leur alerte vous paraît-il pertinent? Je n'ai pas trouvé la société civile particulièrement virulente. Moi, je pense qu'elle est restée dans son rôle. Oui, mais il y a une petite musique qui se... Bon, on dit ah oui, mais bon. C'est logique. Je veux dire, ils ont perdu une ère, enfin, un temps qu'ils avaient avant. C'est logique. Bon, la démocratie, mais de la même manière que la démocratie est exprimée, mais c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on a quitté la logique de 2019. En fait, l'avantage de ces tests, de ce nouveau code, c'est justement qu'il a tué celui de 2019. Même si c'est qu'une reprise, avec un test supplémentaire qui corrige l'autre. Mais en corrigeant l'autre, devant l'opposition qui a participé, et dont même des propositions sont entrées dans le nouveau test, je pense qu'on ne peut plus nous parler de nuitamment. On ne peut plus nous parler du Parlement monocolore. Bon, ça a été fait nuitamment. Bon, avec tout le monde cette fois. Désormais, vous savez, quand vous participez à la nuit, vous ne voyez plus le crépuscule. En réalité, si tu l'as rendu compte que c'était dans la nuit que ça a été fait? Je pense. Donc, du coup, là, on va sortir de nuitamment, de Parlement monocolore. Donc pour vous, ça enterre le précédent de 2019. Mais ça enterre le président. Et ça, c'est à l'actif de la majorité présidentielle ou parlementaire. Je pense qu'ils ont réussi cette situation de créer cette nouvelle, de fermer la page 2019. Parce que, en clair, en net, la révision de la Constitution, elle a échoué, d'accord. Elle n'était pas pertinente ni opportune, d'accord. Mais les nouvelles options consolident aussi bien la majorité comme l'opposition. Et l'opposition a participé de bout en bout au processus. Quelqu'un l'a dit ce matin, ils ont proposé, c'était 2 tests. C'était 2 tests. Donc, ils ont protesté pour qu'on prenne en compte le texte. Le texte a été pris en compte. Et donc, personne ne peut parler d'exclusion. Personne ne peut parler de démocratie menacée. Je ne vois pas où est le problème. Pour moi, au départ, on a dit l'élu est l'élu de la nation. Il n'a pas de mandat impératif. Donc, si on reste enfermé dans ça, oui, j'estimais on trouvait que c'était indécent que le parti devienne, en impose à l'élu. Alors, si notre haute juridiction estime que ça ne remet pas en cause cette logique, mais que ça renforce le rôle des partis politiques et qu'il y a une certaine discipline à avoir, mais on prend de ça. Moi, comme je le dis toujours, je tire mes inspirations des lois du jeu, notamment de football. Et je sais que lorsque l'arbitre a jugé, même la VAR, c'est l'arbitre qui décide au dernier moment. Même en allant regarder la VAR, c'est l'arbitre qui prend la dernière décision d'aller. Après, on peut la sanctionner. Mais il va. C'est la même chose. Je pense que l'homme est l'homme. Les options sont les options. On n'a pas. Peut-être que nous, dans la science scientifique, à un moment donné, on fait des options. Il faut trancher. On tranche et on avance. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et comme je l'ai dit, la Cour suprême américaine n'est pas meilleure que notre Cour constitutionnelle. Je dois le dire en bombant le torse et je le dis avec grande fierté. Moi, je ne suis pas à la Cour constitutionnelle, je ne suis pas à la Chambre des défenseurs, je travaille beaucoup sur ces décisions. J'ai mes options. C'est mes options. J'ai défendu pendant longtemps, pendant quelques semaines, un peu les principes qui sont inscrits sans être nécessairement partisans. Mais du point de vue du droit, j'estimais qu'il fallait les évoquer, ça a été évoqué. Mais après, je pense qu'un État comme le nôtre a besoin d'avancer sur un certain nombre de disciplines, de logique de groupe et de logique dominante. Et dans le cas d'espèce, on a remis aux partis politiques les clés. Et pas que à l'UPR et le BR. On a remis les démocrates. Les démocrates, là où ils sont, ils peuvent devenir la deuxième force politique du pays, s'ils travaillent bien. Parce que comme je l'ai dit, Patrice Talon n'est plus candidat. Donc c'est à eux d'aller dénicher un candidat en leur sein qui puisse battre le candidat que Patrice Talon va désigner. C'est à eux de travailler. Donc, à mon humble avis, le jeu, les cartes sont remises. Donc, il faut que les gens travaillent à cerner. Et ce n'est pas que parce qu'on a changé les dogmes que tout va devenir meilleur si les gens ne travaillent pas sur le terrain. On a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué par rapport à l'organisation des élections avec le nouveau test. Mais bon, est-ce que ça finit pour tout régler? Non. Mais c'est une avancée. Il va falloir transformer l'essai sur le terrain. Sur le terrain. Donc d'abord, déjà que je pense qu'il y a un travail interne que les partis doivent faire. Beaucoup
beaucoup d'appropriation du texte et quelqu'un parle des écoles du parti. C'est l'occasion que les écoles du parti deviennent dynamiques, que les gens apprennent le militantisme et que les partis s'ouvrent aussi aux médias. Parce que, comme je le dis, ouais, c'est dur pour les médias de n'être transformés que comme des relais. Oui, d'être à la remorque. Juste des relais, voilà, bon, voilà, les partis posent des actes. Non, les partis dynamiques créent avec les médias une sorte il y a une relation, disons, de confiance mutuelle qui fait que les partis partagent parfois leur vision avec certains médias. Et peut-être que nous sommes au début, je ne dis pas que c'était une faute de ne l'avoir pas fait, mais il faut que nos partis se transforment en de véritables partis nationaux, partis dynamiques, et donc avec les médias, développer le partenariat d'échange, de contenu, les logiques d'échange entre la direction, le président, les responsables des médias, partager un peu la vision, un certain nombre de choses. Pour que les options soient plus, ouais, moi plus intelligibles. J'ai vu le président de l'UPR faire le tour avec sa direction, mais c'est bien. Mais bon, c'était à Parakou, ils ont fait tout le tour. Je ne sais pas s'ils ont rencontré, mais ils ont pu faire un tour dans un organe de presse, par exemple, voir comment ça fonctionne. Oui. Ça n'a l'air de rien, mais je pense que les médias aussi doivent être mis au cœur, parce que si les médias ne comprennent pas, ils vont répéter mécaniquement il faut des fiches d'information, il faut des notes d'information à la direction, à la logique des médias. Donc, il y a tout un travail à faire vis-à-vis des militants, vis-à-vis des cadres, vis-à-vis de l'opinion, à travers les médias. Et quand on dit les médias, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas intelligibles. Les réseaux sociaux, c'est l'instantané. Mais après, il faut un socle. Donc, vous savez, il y a tout un travail à faire aujourd'hui qui peut transformer l'essai vraiment de manière en coup de maître. Et ça sera à qu'est-ce qu'on dit, ce sera à l'actif de ceux qui sont là, d'avoir essayé de faire avancer la pratique partisane. La pratique partisane. On a dit les partis politiques animent la vie politique nationale. Bien, tant mieux. On leur donne maintenant les clés. Ils ont maintenant toutes les clés. Avant, c'était le financement. Maintenant, avant, c'était qu'ils alignaient les gens systématiquement pour les élections. Il y avait les 10% de taux de représentativité. Aujourd'hui, on les oblige à être plus national. Donc, on oblige au regroupement. On oblige, enfin, quand il y a le regroupement, pas les alliances, on oblige au regroupement de systématique. Parce que même lorsqu'on a parlé de l'accord de gouvernance, les conditions de réalisation de cet accord sont difficiles. C'est pas aussi facile que ça. Donc, moi, j'ai trouvé que ceux qui ont fait le travail, ils y ont mis beaucoup de sérieux à mon humble avis. Ils l'ont sorti de nulle part, ça peut être frustrant. Mais après, quand on regarde dedans, il y a assez du sérieux. Et ils ne sont pas mis le drap. Ils l'ont ouvert. Et donc, les autres aussi, avec du travail, du sérieux, plus d'implication et surtout d'esprit de suite et de responsabilité. Je pense qu'ils peuvent aussi avoir leur mot à dire. L'UPA ne s'est pas donné le drap, ne s'est pas dressé le lit personnellement. Et la majorité présidentielle ne l'a pas fait pour elle. Je pense que le jeu est ouvert pour tous. Il appartient un défi collectif à chacun de prendre sa part et au lieu de se lamenter à longueur de temps, c'est plutôt de se mettre au travail. Voilà. Nous en avons presque fini, mais on ne saurait finir sans revenir sur, on parle de politique, on parle de paix, sur un acteur principal dont la disparition remonte à 25 ans aujourd'hui. C'était le 13 mars dernier. Je veux parler de Monseigneur Isidore de Souza. Très rapidement, l'héritage de ce grand prélat, archevêque de Cotonou, ancien président du présidium de la Conférence nationale des forces vives de la nation, président du Haut Conseil de la République, Assemblée nationale et Cour constitutionnelle à l'époque. 25 ans après, déjà, quel est l'héritage dans lequel on peut se ressourcer aujourd'hui, en 2024? Disons que les politiques n'ont pas travaillé à créer cet héritage. C'est dommage. On ne l'a pas créé. Et l'Église aussi, c'est un peu fouvoyé. Vous voyez, le jeune homme d'aujourd'hui, à moins que l'ORTB diffuse plaise au ciel, qu'aucun bain de sang, en dehors de cette phrase que Monseigneur a prononcée dans la foulée des trucs des militaires qui viendraient de Libye pendant la conférence nationale, en dehors de cette phrase, on n'a pas bâti
dans la tête du Béninois, du jeune Béninois, l'immense idée de l'intérêt qu'on peut avoir pour certains grands hommes. On ne peut pas, c'est vrai, on ne peut pas focaliser ça que sur Monseigneur de Souza. Moi, j'estime toujours qu'on doit lier Monseigneur et le cardinal Bernardin Gantier. Il a laissé son nom à notre aéroport, c'est bien. Mais à l'aéroport, mais on ne voit rien sur lui. On doit voir Bernardin cardinal Gantier, ce qu'il fut. C'est le premier évêque du Bénin, c'est certainement pas le premier prêtre. Ça, c'est Thomas Moulero. Mais du point de vue de l'ouverture de l'église du Dahomey du Bénin vers l'extérieur, Monseigneur cardinal Bernardin Gantier a joué un grand rôle. À côté de lui, la figure de Souza est apparue dans la foulée de la conférence nationale. Et donc, entre 90 et 99, 9 années, Monseigneur de Souza a incarné un peu cette nouvelle vision de l'Église catholique. Et donc, sa disparition a mis fin pratiquement au rayonnement politique de l'Église. Un rayonnement discret parce que les successeurs de Monseigneur, du cardinal Gantier, n'arrivent pas à trouver les mots et les méthodes, les manières pour aborder les politiques. Moi, j'ai vu les guéguerres entre la conférence épiscopale et Boniaï. Ce n'était pas normal, ce n'était pas... L'Église ne pouvait pas se mettre dans la bataille comme ça et affronter le chef de l'État. Ce n'est pas possible. Hein? Donc, parce que si l'Église faisait très bien son travail, il y aura moins de corruption. Parce que les cadres qui rêvent du paradis ne toucheront pas aux deniers publics, par exemple. Alors, et pourtant, ceux qui volent, violent, dilapident, ils fréquentent les églises, ils fréquentent les mosquées, ils fréquentent les synagogues, ils fréquentent les temples. Donc, ceux-là, quelle culture politique, la peur de Dieu, est-ce qu'ils en ont réellement? La crainte. La crainte, je veux dire, pas la peur, donc la crainte de Dieu, est-ce qu'ils en ont réellement? Donc, l'Église, les confessions devraient, eux aussi, se poser cette bonne question avant d'aller à la charge des politiques. C'est vrai que les politiques impriment, mais quand même, tous ces hauts lieux de saints sont remplis. À chaque grand moment, bientôt, on va rentrer dans le temps pascal, vous allez voir, dimanche prochain, ce sera le dimanche de Rameau, vous allez voir comment, à cœur joie, les gens vont, disons, simuler l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et on va commencer la passion, on va voir les gens porter leur croix, mais bon, et après, tout ça, que la suite. On est au temps de carême, vous allez voir bientôt, le carême musulman, bientôt on va faire le ramadan, donc du coup vous allez voir plein d'autorités, un grand Dieu là-bas qu'on appelle pour faire la prière. Bref, tout ça, comment on l'implémente dans la vie et comment on en fait un modèle pour la vie. Ça, je le dis en relais avec Monseigneur de Souza. Monseigneur, c'est parce que Kérékou la crainte de Dieu que Monseigneur est entré dans l'histoire. Et c'est parce que Monseigneur a su trouver les mots, les manières pour gérer ce moment difficile avec Mathieu Kérékou. Et le moment le plus significatif, il y a eu deux grands moments après la conférence nationale. Le premier, c'est lorsque, après les élections de 91, Mathieu Kérékou n'a pas voulu reconnaître sa défaite parce qu'il avait peur de la suite, tout simplement. Donc, Monseigneur a réussi, il a fallu simplement une visite. Alors que son directeur de campagne, Feu Aboudou Saliou, disait à l'époque, voilà, les éléments qu'on a montrent que nous avons gagné les élections. Mais il a fallu que Monseigneur y aille, qu'on annonce une amnistie. Et c'est fini, Mathieu Kérékou a fait une déclaration. Dès que l'amnistie a été votée, il a fait la déclaration pour reconnaître sa défaite. Et il a passé la main. Et il a disparu pendant 5 ans. Alors, deuxième chose, Monseigneur, lorsqu'il a compris qu'au niveau donc des nouveaux responsables politiques de la transition, les jeux ne se jouaient pas exactement comme il souhaitait, Monseigneur, il a commencé par hausser le ton. Et donc, avec les nouvelles autorités de transition, notamment le président Souglo, le Premier ministre, puis le président Souglo, ça n'a plus tourné comme au départ. Monseigneur a dû démissionner, forçant la main à l'installation de la Cour constitutionnelle en 1993. Donc, c'est dire que c'est une figure non seulement religieuse, mais c'est une figure politique. Moi, c'est ça qu'on doit marquer. Comme je le dis toujours, il y a des grands hommes dont on doit parler. Ces 25 ans devraient entrer, pas dans la commémoration, mais dans la réflexion sur comment chacun doit s'incarner, incarner en soi Monseigneur de Souza, dans sa posture de prélat qui conduit son troupeau vers la destination, dans sa posture du bon pasteur
qui parle à une brebis peut-être presque égarée, mais perdue en tout, Mathieu Kérékou, et dans sa posture de chef de file d'un groupe, hein, un peu à la Moïse, de fédérateur. De fédérateur. Donc, tout ça, on doit pouvoir y penser, travailler pour ça. Et c'est pour ça que je pense qu'à télé, on a toujours cette logique de commémoration de ces moments, de ces grands hommes. Et c'est ce qui va se passer toute la semaine prochaine. Voilà. Toute la semaine prochaine sur nos antennes, tous les jours de 7h à 8h, rétrospective, documentaire, témoignage. À ce titre, vous tous qui nous suivez, si de votre position, vous avez des avis, des témoignages, des documents d'époque, en tout cas, tout ce qui peut concourir à rendre hommage à Monseigneur, à la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, veuillez bien nous contacter au 99 52 43 51, je le répète, 99 52 43 51, puisque pour que tout au long de cette semaine, vous puissiez joindre votre voix et vos témoignages à ce que nous faisons ici sur télé. Voilà, capitaine Napoléon Maforican, le rideau tombe sur notre décryptage d'aujourd'hui. Merci. Merci à notre directeur. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet c'est du même nom, notre page Facebook ETélé en direct et retrouver quelques extraits sur notre compte X ETélé Live. Bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Ne quittez pas votre position puisque dans quelques instants, vous allez suivre notre émission du dimanche soir Nouyen Bassa et nous nous donnons rendez-vous très vite pour d'autres développements. ETélé avec vous, pour vous.